chose? Ouais. D'où tu reviens, Balou? Eh? Lui non plus, il savait pas lire. Bonjour. C'était pour savoir, le premier chapitre de votre livre est inversé par rapport au déroulement du film. On va savoir pourquoi. Oh, c'est... Adapter un livre au cinéma, c'est très très difficile. Hein. On peut pas... D'ailleurs, la plupart du temps, quand vous voyez un film tiré d'un roman, il y a l'expression dans l'affiche adapté librement du film, du livre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... il y a un point de départ, enfin il y a une colonne vertébrale, mais on ne peut pas tout mettre. C'est à cause du rythme et puis à cause de certaines choses qui ne vont pas dans un film. Parce que dans un film, on montre les choses, on ne les dit pas. Alors que dans un livre, on est beaucoup plus... Un livre peut être long, alors qu'un film, là, on n'a pas le droit d'être long. On a toujours peur que le spectateur s'ennuie. Et ce qui fait que quand on adapte même son propre roman, on fait attention à ça. Quand on se dit que telle ou telle scène ou tel chapitre, il a plus sa place dans le film. Et en plus, on ajoute des choses qui ne sont pas dans le livre. Ça aussi, on peut le faire. Mais généralement, les gens qui lisent un livre et qui vont voir le film après, généralement sont déçus. Parce que, comme s'ils ont plus de richesse dans le livre, comme s'il y avait plus... Alors que le cinéma peut être riche. Le cinéma est riche aussi, mais pas de la même façon. C'est pas de la même façon. Donc on ne fait pas ce qu'on veut quand on adapte un livre. C'est très très difficile. C'est assez courant d'ailleurs que l'ordre du récit dans le roman et au cinéma ne soit pas le même. C'est extrêmement courant en fait. C'est pour ça que vous voyez au cinéma, des fois, il y a beaucoup de films qui sont tirés de romans. Et pourtant, on engage les scénaristes pour les réécrire. Alors, adapter, on prend l'article pour l'adapter au réalisateur, en lisant scène par scène. C'est pour ça qu'on prend des scénaristes. Parce que c'est comme si on refaisait comme si on écrivait le film. C'est comme si on n'avait pas eu le roman. On a l'impression de créer, d'inventer l'histoire. C'est vraiment une adaptation. Ah oui, c'est très difficile. Et il faut faire attention parce qu'on fait de la complaisance, c'est-à-dire on trouve une très jolie scène dans le livre et on pense qu'elle sera aussi bonne au cinéma et ça ne fonctionne pas du tout parce que c'est... Il y a un rythme dans les films qu'il faut accepter et qui est complètement différent. Malheureusement, on ne peut pas... En plus, ça fera toujours des films de 3 heures. Généralement, un livre de 180 pages, c'est 3 heures de film. C'est pour ça aussi que la plupart des films font moins de 2 heures. C'est ce qu'on
agréable à observer d'ailleurs, c'est toutes les séquences descriptives. Pourquoi est-ce que vous utilisez le récit extra-digétique pour expliquer le titre? Alors, je vais intervenir tout de suite parce qu'il va y avoir un problème de vocabulaire là. Alors pour tout le monde, je rappelle que dans l'analyse d'un film, il y a donc l'histoire, d'accord? Le récit, c'est l'enchaînement des plans les uns derrière les autres. L'histoire se construit sur le récit, c'est-à-dire que l'interprétation vient petit à petit. Et ce qu'on appelle la diégèse, c'est tous les ingrédients logiques par rapport à la situation de base. Alors je donne un exemple qui est une métaphore en fait. Imaginez un gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, c'est l'histoire. Le récit dans le gâteau au chocolat, ce serait tout ce qu'il faut faire, beurrer le gâteau, etc., etc. Et la diégèse, c'est l'ensemble des ingrédients. Hein, il faut du beurre, il faut du chocolat, il faut ci, il faut ça. Ça, c'est la diégèse. Si d'un seul coup, on se met à mettre des pommes de terre là-dedans, on sort de la diégèse, et donc on fait du récit extra-diégétique. Ce qui veut dire, en cinémédie, je simplifie la question, ça veut dire qu'on a une unité temporelle dans son film. Il y a bien un début, etc. On découvre tous les personnages. Et puis d'un seul coup, paf, rupture de rythme avec une séquence en noir et blanc, alors que le film est en couleur. Le bruit d'un vieux projecteur, par-dessus le marché, en accéléré, façon cinéma muet, d'accord? Et la justification de cette scène, qui est très courte, après on revient dans le récit filmique, c'est pour comprendre pourquoi ça s'appelle le Tovarem. Vous vous souvenez qu'il y a des photos au tableau, etc. Donc ça, c'est effectivement la scène qu'on a revenue dans le film comme extra-diégétique, parce qu'elle ne fait pas directement partie de ce qu'on voit dans la progression de l'histoire, mais c'est une justification de la part du Mehdi pour montrer, pour expliquer pourquoi. Mais là, je suis en train de répondre à sa place, mais pourquoi le film s'appelle comme ça. Ce qui veut dire qu'en clair, et je terminerai là-dessus, il aurait pu faire une boutade sur le titre, juste par intermédiaire de dialogue entre deux copains, et là, on ne sortait pas du récit. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Ouais. Donc voilà, mais je me demande pourquoi tu as choisi d'interpréter, de montrer le titre de cette façon-là. Déjà le titre, c'est une anecdote vraie. Quand on arrive en France, j'arrivais d'Algérie, j'avais une dizaine d'années, on parlait pas bien français, on écrivait à peine, parce qu'en Algérie il y avait des écoles françaises, mais les instituteurs, institutrices sont partis très tôt, dans les années 60, parce que les gens ont eu peur, les Français ont eu peur, ils sont partis, ils nous ont laissés, ce qui fait qu'on est resté très peu, on a très peu fréquenté l'école en Algérie. Donc à 10 ans, je savais à peine lire, et quand on arrive en France, on nous a mis dans des classes de rattrapage, ça fait du temps de rattrapage. Et là, déjà, on nous parlait de certaines matières où il fallait être assez avancé pour bien travailler. Il y avait un gamin qui aussi venait d'Algérie. Le prof nous parle du théorème d'Archimède, il avait compris le théorème d'Archimède. Et ça nous avait marqué. Le titre vient de là. Sinon, la façon dont on s'est filmé, c'est que quand j'ai voulu reparler de ça dans le film, je me suis dit que j'essayais par exemple de me souvenir de certains détails de cette fameuse matinée en classe, et je me souvenais plus. Je me souvenais que du type, du prof, du tableau, la façon dont c'est. Ce qu'il y avait sur le tableau aussi, mais il y a plein de petites choses, je me souvenais plus. Je me souvenais plus s'il avait une blouse ou pas, le maître. Alors je me suis dit, donc cette scène, il faut la filmer de façon. Comme la mémoire flanche à ce moment-là, je me souviens plus de tout, donc ça va très vite. Je me suis dit, donc ça doit automatiquement ça doit aller très vite sur l'écran, puisqu'on ne se souvient pas de tout. Je me souviens plus des couleurs, je me souviens plus si c'était, comme on appelle ça, le jeu administratif dans la classe, on va faire du noir et blanc. Il y a plein de choses comme ça, je me souviens. Comme la mémoire rétrécit, je me suis dit, on va rétrécir l'écran aussi. Donc on voit que l'écran est rétréci dans la seule l'image. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis je me souviens plus de ce qu'on s'était dit ce matin-là, ce que le prof m'avait dit, ce que lui avait répondu, donc c'était hier. C'est quelque chose de logique finalement dans le film. Manque de mémoire, on ne se rappelle plus, donc ça va aller plus vite. La mémoire rétrécie, l'écran va être rétréci. J'avais dit ça au producteur à l'époque. Moi, petit
ne comprenez pas d'un seul coup, film en couleur, un 66, comme on dit, d'un seul coup, ça passe à tourner en 16. Et je leur avais expliqué ça. C'est pour ça qu'ils ont accepté aussi donc, les boîtes, c'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon à la fois. Ça a marché, quoi, avec l'image accélérée. Oui. Quand vous dites, je me rappelle pas très bien les couleurs flash, c'est des flashs par rapport à... la réalité. C'était par rapport à ce fameux matin en classe. Le prof lui ressemblait vrai. J'ai essayé de mettre... mais je ne pouvais pas le faire en noir et bleu, en couleur, avec comme on voit avant et après, c'était pas... Et puis le système de remémorisation dans le cinéma, là, vous savez, comme ça on voit l'acteur qui est là, puis d'un seul coup l'image se floue, puis après on voit à quoi il rêve ou à quoi il pense. Je trouvais que c'était pas terrible comme système technique. C'est très difficile de faire ça s'appelle un flashback. C'est difficile de faire des flashbacks. Parce que on a toujours peur que ça. Quand on revient à flashback, on se souvient de quelque chose, on y revient par image. Avec l'image, on a toujours peur qu'à ce moment-là, ça freine quelque chose. La fluidité du film, le rythme du film. C'est comme les sons off. Des fois, on voit un acteur, il est là, on entend ce qu'il pense. Et ça aussi, il faut faire très attention parce que c'est assez traître, tous ces systèmes de son off. Hier, j'ai vu un film à la télé, là, je sais pas si Douglas, il est dans une voiture, il répond au téléphone, et les 3 plans d'avant, les 3 séquences d'avant, il parle. C'est un son off. On voit une rue, à travers sur une rue, on voit une porte assez loin, et pendant ce temps-là, il y a seulement au 3e plan qu'on voit qu'il était dans une voiture, qu'il est en train de parler. Et ça aussi, ça fait toujours très peur, mais c'est très efficace. Parce que on sait qu'on va trouver un mec qui est en train de parler, mais en même temps, on voit des choses où on ne le voit pas, lui. Alors ça peut distraire. C'est-à-dire que les gens peuvent dire on est dans une rue, il est où ils distraient, je veux dire par là qu'ils n'écoutent pas très bien le dialogue à ce moment-là. Et tout ça, moi, c'est des choses que j'ose pas trop les faire quand je... C'est un peu jouer un peu avec le feu, c'est-à-dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. L'avantage, c'est le rythme. C'est-à-dire que si vous avez un type qui est là avec son téléphone dans sa voiture pendant 3 minutes, la caméra est là, on peut s'ennuyer. Alors pour ne pas s'ennuyer, on se dit on va passer autre chose pendant qu'il dit la même chose. On peut voir par exemple sa voiture à l'extérieur, il part pendant que la voiture roule sur un grand avenue, et on baisse le son de la nuit de la voiture et puis on entend plus sa voix. Ensuite on le retrouve en train de parler et après on retrouve la voiture qui va s'arrêter. C'est ça ce que je disais tout à l'heure sur l'adaptation d'un roman, c'est pareil. C'est ce rythme qu'il faut toujours avoir. Il y a des temps où ce qu'il faut dans un film, c'est garder ce rythme. Par contre, le type, quand il va parler. On s'était interrogé d'ailleurs aussi sur cette scène à propos de. On avait fait une comparaison avec un avec cinéma. Il y a une scène aussi où tu balances un film en noir et blanc et il se joue une scène clé. Ouais. Le gosse explique ce drame. Ouais. J'ai dit, ça c'est bizarre, il y a besoin de justifier par un petit écho au cinéma muet. Alors, ça, c'était. Bon, je crois que c'est la scène qui voulait ça. Enfin, il y avait ce. J'avais envie de filmer ça dans une salle de cinéma, pour les pauvres gosses. Cette scène où il parle de sa sœur, le gamin. Et donc j'avais envie de cet écran avec c'était Charlot, je crois, c'est le Charles Charlot. Et avec cette musique qui est très forte. Et lui qui s'écroule après la fin sur l'écran, puis il y a le mot fin. Oui. Je sais pas, je voyais ça comme ça. J'avais envie de faire une scène en noir et blanc aussi, d'accord, dans ce film en couleur, mais tout en restant. Sans par contre choisir le noir et blanc. C'est en couleur, mais avec l'éclairage noir et blanc. Ah oui, ça c'est sur les vidéos. Je pense qu'on n'a pas le réalisme, c'est ce qu'on côtoie tous les jours. Quand je dis on, c'est vous et moi. C'est ce qu'on a l'impression de voir tous les jours. C'est ça, je pense, qu'on appelle le réalisme. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fréquente. Et dans ce milieu, sur ce milieu, on écrit. C'est-à-dire d'écrire sur des gens très proches de nous, finalement.
situations très proches, des situations vues, vécues. C'est ça qu'on appelle le cinéma réaliste. Mais où c'est faux, où ça devient faux, c'est qu'on peut, vous ne pouvez pas faire un film sur la réalité, parce que ça devient un documentaire. C'est là que ça se complique. Moi, c'est vrai que oui, là ça devient moins intéressant. Parce que dans ce cas-là, bon, bah, je sais pas, on veut parler de travailleurs clandestins, ben on va aller filmer les travailleurs clandestins, on essaie de les trouver dans Paris, en banlieue, et puis. Alors que ce qui est formidable avec le cinéma, c'est qu'on va au-delà de la réalité. On va au-delà de la réalité, et c'est là que ça n'est plus du cinéma réaliste, je crois. On est en train de formuler vraiment le. Je crois que ça c'est plus du cinéma réaliste. Parce que d'un seul coup, non, parce que sinon ça passerait pas dans les salles, ça passerait à la télé. Et donc ça devient une fiction. On part d'un événement, je dirais réaliste, quelque chose de vécu, et ensuite quand on transpose pour le cinéma, on est obligé de rêver après. Il faut mettre de rêver. Ce que j'appelle rêver, c'est ce qu'on idéalise, peut-être dans ce. Quand je parle de la clandestinité. Il y a le côté idéaliste qu'on a tous, il y a le côté rêve, ce que moi j'aurais fait à la place d'un tel ou tel par clandestin avec quelqu'un qui me rencontre. Après, c'est soi-même qui fait de la clandestinité ce que vous avez envie d'en faire. Vous pouvez en dire, vous briguez, qu'il soit. Là, ça devient la fiction. C'est-à-dire que la fiction, c'est quand vous rajoutez quelque chose qui vous appartient. Et c'est pour ça que c'est vrai que souvent je parle de choses réalistes, enfin des choses. Et après, non, je pense que je dirais qu'il faut mettre un peu de poésie, enfin des choses. Il faut aller au-delà, après il faut monter ça, il faut plus que ça reste un documentaire. Il faut rehausser des choses. Par de la musique, par de dialogue, par des situations qui font que ça sort de la réalité. Pour que ça soit accepté, pour que ça étonne les gens. Vous voyez, avec ce qu'il est en train de vous dire, on est à cheval sur les deux aspects qu'on a étudiés. C'est-à-dire en fait des profs des bases du cinéma classique, du réalisme classique. Non, je sais pas. Moi, c'est vrai que quand j'ai. Les premiers films qui m'ont marqué, j'allais beaucoup au cinéma, mais les premiers films où vraiment qui m'ont marqué, c'était ce qu'on appelle le cinéma réaliste, les films italiens, les premiers films de Fellini, Visconti, c'était très très réaliste, par exemple, de bicyclette, il y a réaliste, mais quand on voit la musique qui est là-dedans, mais au départ c'est très réaliste, quoi. Un mec qui n'arrête pas de faire du boulot, de travail, il faut qu'il pique un peu pour en trouver. Et après, il y a le regard de l'enfant sur son place, et là c'est plus réaliste. Il y a des films comme La Strada où il lui donne le Fellini, c'est terrible, quoi, le réalisme. Et pourtant, à un moment, on est dans la salle de cinéma, puis on se dit c'est pas la rue, c'est du cinéma. C'est pas la rue, c'est qu'à un moment, il faut réussir à faire que votre film soit plus réaliste. D'un seul coup, on se dit on est au cinéma, je suis pas dans la rue. C'est ça la différence. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Mais n'importe quel sujet de cinéma, au départ, il est réaliste. Le type qui écrit une histoire d'amour qui se passe à Paris aux années bourgeois, c'est aussi réaliste. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a eu une histoire d'amour qui je ne sais pas, qui a mal tourné, quelque chose qui lui a fait de la peine, il le transpose sur d'autres personnages. Et ça paraît, c'est pas que le réalisme, c'est pas seulement quand on raconte des événements qui se passent en banlieue ou dans des milieux défavorisés ou. Non, je crois que le réalisme, c'est. Au départ, le réalisme, c'est dans le scénario, c'est au départ. Il y a une histoire vraie, quelque chose qu'on a vu ou entendu ou qu'on a vécu. Ensuite, il faut la transcender, il faut la transposer, il faut. Ça là-dessus, on est dans une définition moderne un peu du réalisme. Après, on va dans l'imaginaire. Après, le réalisme, c'est l'imaginaire. C'est le monde de l'imaginaire. On essaye de. Il faut bien dire la vérité, on essaye de montrer. Il me semble
de dire ses pensées finalement. Une fois tu as vu sur les clandestins, à un moment ou à un autre, le réalisateur il se dévoile dans son film, parce qu'on voit ce qu'il pense des clandestins, s'il est conçu, on voit. Pas tout le temps comme ça. Comment? Pas tout le temps comme ça. Non, ça dépend des réalisateurs. Ça dépend des réalisateurs. Mais vous trouvez que c'est ce que dans le film, vous êtes très autobiographique. Ouais. Justement, à la base de la mix, mais c'était le réalisateur, il n'a pas à montrer ses émotions, il doit être quasiment invisible. Oui, justement. Là, il faut peut-être redéfinir les choses, c'est pour ça que j'intervenais là. C'est qu'en fait, ce qu'on a vu ensemble, c'est des. En il n'y a pas 50 théories au cinéma, mais il y en a au moins deux qui s'opposent. Celle prend la sur le réalisme, pour lui, le cinéma, c'est l'aboutissement. Il fait un bon plateau, il dit que la peinture, c'est une partie de la réalité, la photo, c'est une négation incomplète, et le cinéma, pour lui, c'est une négation complète de la réalité. C'est le sens qui donne un réalisme, c'est-à-dire le fait de pouvoir reproduire toute chose complètement, mais il reste le problème de la subjectivité, c'est-à-dire ce que l'auteur y apporte. Donc pour Bazin, c'est-à-dire l'école d'avant-guerre, le cinéma n'est vraiment cinéma que lorsque le réalisateur est très très effacé par rapport à ce qu'il filme. Alors que la version moderne, c'est de dire l'inverse. Le problème, c'est pas de reproduire la réalité, c'est d'en créer une, c'est d'en créer une. C'est-à-dire d'y apporter des éléments supplémentaires, et jouer avec les prises de vue, jouer avec la musique, jouer avec le thème, enfin plein de choses comme ça, pour créer une réalité et non pas simplement s'en imprégner. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé ensemble, en regardant comment les gens, par exemple comme Godard, ont dénoncé cette illusion de reproduction de la réalité. Vous vous souvenez de la scène du carrefour, là, où en fait il coupe des plans pour montrer que ce qu'on filme, on peut toujours trafiquer. Et donc on a deux personnes qui discutent et un café. Et dans la profondeur de champ, on voit des voitures qui tournent, mais simplement des fois elles disparaissent, il y a des gens, etc. Parce qu'en fait il a coupé une série de plans pour montrer qu'il y a une illusion de la réalité quand on veut la reproduire. Donc Godard, c'est vraiment cette vision moderne du réalisme, créer de la réalité plutôt que de la filmer telle qu'elle. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais le réalisme ou autre chose, c'est le rôle du réalisateur de ce qu'il écrit. C'est finalement, du début à la fin, c'est. Il ne peut pas, je pense que c'est très difficile de s'effacer. C'est pas possible qu'on puisse s'effacer. Je sais pas. Même quand vous écrivez sur un type. Julien Le Maudit, l'autre jour, là, je l'ai revu, l'histoire de ce type qui viole une petite fille. Le réalisateur, à un moment, on a l'impression qu'il a de la sympathie pour ce type. Il le comprend, c'est pour ça que le film devient très beau, c'est parce qu'à un moment, il comprend ce type. On ne peut jamais s'effacer. Pourquoi je vous parle de ce film-là, par exemple? Parce que le réalisateur n'est pas du tout concerné par le sujet au départ, et donc il peut s'effacer. Je veux dire qu'il ne peut pas être dedans, c'est l'histoire d'un type qui est un peu fou. Et pourtant, non, c'est toujours le réalisateur. On ne peut pas s'effacer. Parce que même d'un problème qu'on ne connaît pas du tout, là, comme on dit, j'ai lu le livre, ce livre est très beau. Moi, je suis d'un milieu ouvrier, puis c'est l'histoire qui se passe dans une grande famille bourgeoise au XVIIe siècle. Je vais adapter ça. C'est parce que dans cette histoire, je trouve quelque chose dont je sais pas, je me reconnais dans cette histoire aussi quelque part. Parce que peut-être qu'il y a des personnages qui me plaisent et que je trouve qu'il y a de la justice, et que j'ai envie de filmer, ou que je ne sais pas. Mais on ne peut pas s'effacer. Parce qu'on aime ce qu'on va faire. On l'a trouvé troublant quand on l'a lu, ou alors ça nous a complètement, parfois on fait complètement révoltés. Donc ça veut dire qu'on ne s'efface pas. S'effacer voudrait dire qu'on fait un truc qui ne nous intéresse pas, on le fait tout simplement parce que c'est spectaculaire, c'est hyper intéressant. Non. Mais je crois. Non, on prend un polar. Vous prenez un polar, vous dites je vais l'adapter parce que j'ai jamais vu un polar où il y a autant de suspense avec une fin incroyable, comme dans par exemple le Suspect, des choses comme ça. Et ben, vous allez vous effacer évidemment. Il y a toujours quelque chose qui a fait que vous avez fait Usual Suspect, parce que vous avez adoré le scénario. Donc c'est vous. C'est ça que on ne peut pas s'effacer. Il y a quelque chose que vous avez envie de montrer dans ce polar, peut-être de ces voyous, que vous avez de la sympathie pour ces voyous, ou pour le héros, ou pour ça. Je ne crois pas qu'on puisse s'effacer. Évidemment que c'est de l'illusion, mais on ne peut pas.
non, moi je suis pas d'accord avec toi, on peut pas s'effacer. Non, c'est pas mon point de vue, je leur ai expliqué. Ouais. C'était, On peut pas. De toute façon, on ne peut pas s'effacer. De toute façon, chacun sa façon de voir les choses. Quoi. mais c'est bien C'est sûr. Mais c'est vrai que des fois, on a vu des réalisateurs qui sont approchés de l'effacement. Ouais. Faire un truc tout simplement parce que c'était hyper spectaculaire. Et le faire parce que c'est des trucs avec énormément de trucage, parce que c'était passionnant de faire le film. Le Titanic, c'était ça, je crois, quand ils ont fait Titanic. C'était parce que c'était hyper spectaculaire, c'était des mois de travail dans les studios, parce qu'ils ont filmé très peu la réalité, c'était plutôt des trucs de synthèse. Et ça aussi, là, et puis même. Ouais, je pense que quand vous parlez d'effacement, c'était effacement dans la réalité ou. En fait, le réalisateur, il filme ses émotions. Quoi, en fait. C'est ce que je voulais dire, mais je n'osais pas trop le dire. Je crois qu'on filme toujours ses émotions. On filme un type qu'on ne peut pas saquer parce qu'on ne peut pas l'aimer. On dit c'est dégueulasse ce type, ce qu'il a fait, je ne sais pas. Le méchant dans le film. Ce SS nazi là, qui tire sur les mecs, il essaie son flingue sur la tombe des gens sans se rendre compte qu'il meurt. C'est donc le film, ça. Un salaud comme ça aussi, on a envie de filmer. Ouais, on filme des gens qu'on aime, des gens qu'on admire, mais on filme aussi des. Donc c'est ses émotions, exactement. Et c'est pour ça que moi, peut-être que les phases pas existent, mais je ne peux pas en trouver. Je pense qu'on filme toujours ses émotions. On transcrit la haine. On transcrit ce qui nous écœure, ce qui nous émeut, ce qui nous. Et c'est ça qui est bien dans l'écriture, on s'approche de gens qu'on ne connaît pas. On s'approche d'eux et. C'est sûr que c'est une question qui reste épineuse dans les débats. Romer, par exemple, est considéré comme le dernier de cette école en particulier. Peut-être c'est ça l'effacement, c'est de ne pas aller très près des personnages, de les filmer de. Oui. Peut-être que c'est ça. Oui. On trouve aussi l'effet inverse. L'effacement, c'est surtout. On voit finalement l'effacement, on voit très peu aussi. Très très peu. Peut-être que l'effacement, c'est lorsque Claire Denis filme Le tueur des vieilles dames, il s'appelle comment? Peut-être c'est ça l'effacement. C'est qu'd'un seul coup, elle va faire un film sur un type que tout le monde trouve horrible. Il s'appelait Paul, je crois, voilà. Je me rappelle plus du film. C'est peut-être ça l'effacement, c'est-à-dire filmer, faire un film, tout un film sur un type comme ça. Imagine un peu ce que ça peut être sa vie avant de se retrouver, je crois qu'il est mort en prison il y a 2-3 ans, et dire, il était comme ça. Et à vous de voir, bon, je ne sais pas si, quelle émotion vous ressentez en voyant le film. Mais ça, je crois que c'est ça, peut-être c'est l'effacement. Car je filme un type que tout le monde déteste, elle l'a trouvé émouvante parce qu'elle connaissait son enfance, et dire je le filme pratiquement sans rien rajouter à la réalité, donc il y a pratiquement plus de fiction, et voir est-ce que vous l'acceptez ou pas, est-ce qu'on peut accepter ce genre d'individu. Là, c'est l'effacement. Puisqu'on n'y ajoute rien, puisqu'on... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est peut-être ça l'effacement. Parce qu'on prend pas parti. On ne prend pas parti à ce moment-là. Elle ne peut pas prendre parti, elle ne peut pas justifier ses crimes, parce que donc on filme un type. Là, c'est peut-être de l'effacement, c'est de parler de quelqu'un comme ça. Ça, c'est précisément le cas du néo-réalisme dont on parlait tout à l'heure. C'était la volonté du cinéma italien de montrer les choses sans les juger. Quand vous prenez un film... L'effacement, je crois que ça veut dire ne pas juger, finalement. S'effacer, c'est ne pas juger. Est-ce que vous... Pour retranscrire le rythme du théorème. Pardon, j'ai pas entendu. Comment avez-vous fait pour retranscrire le rythme du théorème à l'image sans écorcher le roman? On va passer sur cette question-là, parce qu'en fait, il a répondu tout à l'heure. Comme il a fait une réponse très, très longue. Par contre, je crois que c'est vous qui vouliez poser une question sur Travelling, non? Ouais, mais on avait une autre avant. D'accord. Quelles sont vos préférences techniques pour rendre compte le plus intensément possible un dialogue? Et vraiment, je crois que c'est la phrase la plus courte. Tout ce qu'on recherche le plus au cinéma, c'est, enfin moi j'essaie de le faire, c'est raconter par exemple une situation avec le moins de mots possible. Et là, ça devient génial.
par les émotions des personnages. Moi, ce que j'essaie de faire tout le temps, c'est vraiment le minimum de dialogue. Essayer de raconter l'histoire avec le minimum de dialogue. Trouver vraiment le dialogue le plus efficace. Ça, c'est la première chose dans le film. Des fois, c'est très difficile. Des fois, quand par exemple, un personnage raconte toute une partie de sa vie, c'est très difficile, mais là aussi, il faut essayer de faire Je pense que le rythme, le rythme, c'est ça, c'est le texte. Et ensuite, quand on a trouvé quand on pense que le texte est court, c'est pour ça qu'il y a des dialoguistes aussi. Pourquoi le type qui écrit son scénario ne fait pas ses dialogues? Parce que c'est un exercice très particulier, le dialogue. Il faut trouver des gens qui ont ce talent, qui font que ça. Il y a des gens qui font que... Le dialogue, ils ne le créent même pas, le dialogue. On le ramène. Puisque c'est tiré d'un roman, c'est tiré où les dialogues sont tirés d'un scénario, ils savent déjà ce que va dire l'acteur. Mais là, ils réduisent. Enfin, ils essaient de trouver un rythme à ce dialogue-là. C'est pour ça que les dialoguistes existent. Pour vous dire que c'est très compliqué. Et c'est ensuite, quand on a trouvé sa fameuse phrase, qu'on se dit comment je vais filmer ça. Il regarde quelqu'un sur... Je sais pas, on va lui mettre... Alors, vous n'avez pas dit comment, on va les mettre comment? Tiens, il y a une table là. Vous avez un gars qui est assis là, c'est lui, puis l'autre est assis ici. Ah. La caméra est là, elle est de l'autre côté ici. Je sais pas, là vous avez... Soit vous le filmez, alors ça c'est pour là. Vous pouvez aussi le prendre de face, c'est-à-dire qu'il serait de l'autre côté, il serait comme ça, mais un peu plus large. Vous pouvez, je sais pas, voilà, un peu plus loin, ils sont assis là tous les deux. Il y en a un qui est là, l'autre est ici, la table est au milieu. Vous pouvez faire un plan aussi large comme ça. Et vous pouvez faire telle chose pour faire passer 3 phrases. La première, elle serait dite ici, la deuxième là, et la troisième ici. On n'a pas l'impression, alors on a l'impression que ça va très vite parce que c'est 3 plans différents. C'est champ contre champ, tac, en montage du film évidemment. Vous avez celui-là, on va le voir 3 fois, et celui qui est en face de lui, on va le voir aussi 2 fois par exemple. Et puis là, vous avez des réalisateurs qui ont parlé de Romer tout à l'heure. Lui, il fait ça, Romer. Il en met un là, la plupart du temps, sur sa chaise, il en met l'autre aussi sur ça. Là, il met un verre et puis une bouteille. Ils sont assis tous les deux et ils peuvent poser pendant 5 minutes. Parce qu'il ne veut pas ça, les couchants contre champ, trucs techniques, tout ça. On est avec les acteurs et il aime bien ça. Il n'a pas peur qu'il y ait des longueurs. Et ça, c'est plutôt le cinéma français plus là-dessus, sauf depuis quelques années. Alors, ça commence aussi à bouger. Ce qu'on dit autour d'une table, on peut le filmer en une journée, alors qu'avant c'était une demi-journée quand on se faisait des... On faisait juste un champ contre champ, ici on mettait la caméra pour filmer celui-ci, et puis on la mettait là pour filmer l'autre. Il y a plus d'intérêt maintenant pour... Comment? Il y a plus d'intérêt maintenant pour cette vie. C'est-à-dire que l'éducation... C'est-à-dire que les gens... On a tellement d'images maintenant à la télévision. Les gens... Oui, on est un peu comme les fumeurs de cigarettes. C'est-à-dire que plus on voit d'images, plus on en veut. Plus on voit d'images, plus on en veut. Et ce qui fait que même sur un plan comme celui-ci, où il y a 2 types qui discutent de chaque côté de la table, on a envie d'en faire beaucoup. Parce que les gens se sont habitués à avoir plein de plans. Dans une publicité, on peut trouver, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes, il y a peut-être 80 plans. Et ce qui fait qu'aussi les gens du cinéma sont, je ne dirais pas inquiets, mais ils se disent, si on filme ces deux-là, juste avec une caméra, ils sont comme ici, vous l'avez dit tout à l'heure, là, il y a la table qui est là, puis ils sont là tous les deux, pendant 1 minute, ça paraîtra long, parce que les gens ont l'habitude, j'allais dire de fumer, mais de voir de plus en plus d'images, de plus en plus dans un même plan. Ça change de la routine, quoi. Il faut que ça défile. C'est-à-dire que ça donne du rythme. On dit que ça donne du rythme. Et des fois, il faut faire très attention. C'est qu'on on bouffe trop d'images, et quand on a un plan, il n'y a qu'une image, en plus qui dure 1 minute, nous-mêmes, même si nous-mêmes on peut trouver ça long, même si on comprend que la situation entre les 2 personnages est très forte et ce qu'ils se disent est très fort, on peut trouver une longueur à ce moment-là. Parce qu'on a
Parce qu'on a de plus en plus d'images, parce que sur des plans comme ça, là, il y a de plus. Pour filmer un truc comme ça, maintenant, on peut le filmer en, je sais pas, 10 plans de chaque côté. Et ça nous. Je sais pas, je dis pas, ça nous induit dans un système qui des fois nous dépasse. J'ajoute à ce que tu dis, là, il y a aussi un autre phénomène, c'est toi qui m'avais expliqué ça d'ailleurs. Quand les chaînes de télé, quand elles commandent un téléfilm maintenant, elles demandent que le premier quart d'heure, justement, soit pas trop psychologie, soit pas. On s'éternise pas trop sur ce qui se passe, parce que le but du jeu, c'est que les gens n'aient pas envie de zapper. Hein, vous connaissez le match du siècle, le zapping. Donc, tout ça, ça a des incidences sur la façon d'appréhender l'histoire qui va venir, hein, et donc la façon de filmer. Justement, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le réalisme, là, il vous a montré vraiment, effectivement, ce que ça impliquait chez Rohmer, et vous avez reconnu exactement les cas qu'on avait vus en classe, hein. Éviter tout ce qui est touche champ contre champ pour encadrer la discussion des deux personnages pour un effet maximum de réalisme. Et s'il faut 5 minutes, on le fait pendant 5 minutes. D'accord? Je crois qu'on m'a fait signe que... Il y a un petit pot qui nous attend de l'autre côté, si vous voulez... Enfin, sauf s'il y a encore des questions, hein. Moi je ne tiens pas non plus à... Là, je crois qu'on a déjà l'essentiel. Un tramway, c'est un rail. C'est comme un rail de chemin de fer, sauf que je crois qu'il doit faire 80 cm, sur lequel on met la caméra. La caméra est ici. Donc ça fait à peu près ça. Il y a l'oreille qui est là. Il est sur des petites planches de bois. Ça, c'est la roue de la caméra. Ça fait, sur l'oreille, ça fait ça. La roue comme ça, à peu près. Donc ça, c'est la... et puis ça fait à peu près ça, et la caméra est là-haut. Il y a un siège, là, des fois c'est plus haut, et chaque opérateur est assis, et il est là. Donc ça veut dire, supposons qu'il est ici, là, le chef opérateur, c'est une vue dessus. Là. Vous avez un personnage qui sort de cette maison. Il sort de cette maison, on l'attend là. Il fait quelques pas, et à partir du moment où on se retrouve ici à peu près, ça dépend si vous voulez le filmer là, ça dépend, vous avez plusieurs façons de filmer. Hein. Soit vous prenez carrément juste le visage ici, soit comme tout à l'heure vous avez dit la taille, soit il est au pied, carrément au pied, quand il sort de cette maison. Hein. Il vient vers nous, hein, là. Toutes les trois viennent vers nous. Donc à partir du moment où on a défini ce qu'on voulait comme grosseur, c'est ça ou ça, et dès qu'on a ça dans le viseur, là, quand on commence à reculer, on peut reculer de 50 mètres. Et on recule de 50 mètres, et pendant ce temps-là, c'est comme s'il y avait la caméra là, il était là, puis je reculais comme ça pendant 50 mètres, et le personnage passe, ou il parle, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Après, il y a une sortie de champ. On arrive au bout du travelling, ce personnage qui est passé là, il est à peu près là. Vous avez deux façons de le filmer. Soit vous le laissez sortir du champ, c'est-à-dire la caméra quand il va être axé sur la maison, soit vous faites ce qu'on appelle un panneau. Un panneau, c'est ça c'est la caméra, comme ça. Le panneau, la caméra, on le suit, on tourne avec lui, puis on va s'éloigner. Vous avez donc la sortie de champ, vous avez le léger petit panneau, vous restez sur un autre décor, vous trouvez plus joli, vous avez plusieurs façons de laisser sortir du champ. Donc c'est sorti. Alors il y a un machiniste qui pousse soit il tire la caméra, soit c'est quelqu'un qui met d'ici pour entrer dans sa maison, c'est pareil, on filme de face, on la met jusqu'à sa maison. Quand il arrive ici, on le laisse passer, on fait un panneau avec lui pour le voir rentrer, et on ferme la porte, on coupe. Il y a un machiniste donc, qui pousse le travelling à la vitesse que le réalisateur veut. Si on va aller vite, pas assez vite. Il y a des travelling ronds aussi. Par exemple, vous pouvez pas. Là, il y a une table, il y a beaucoup de personnages. On peut faire un travelling avec une caméra, on tourne autour d'eux. On ne voit pas les rails. Comment? On ne voit pas les rails. Non, il faut faire en sorte. Là aussi, là, je vous ai parlé d'un travelling de 50 mètres. Normalement, au bout de quelques mètres, on voit le rail. Hein. On voit le rail. Donc, c'est pour ça que s'il est en pied,
si le personnage sort de cette maison, la caméra l'attend là, il est en pied, etc. comme ça, on va marcher. Quand on va arriver ici, la caméra, on va avoir le bout du rail là. C'est pour ça qu'on filme plus serré. C'est pour qu'ils peuvent marcher très très longtemps et on ne voit pas le rail. Mais à un moment ou à un autre, on voit toujours le rail. C'est pour ça que on se dit, tiens, on se met 15 mètres de travelling ou 20 mètres de travelling. Ouais. Est-ce que je pourrais dire beaucoup sur le travelling? J'ai compris un peu là. Ouais. Sinon, vous avez. Dans Marie-Livre, le dernier film que j'ai fait, là, on était dans un supermarché. Et il y avait plein de rayons comme ça. Là. Alors on avait pris. On n'a pas fait de travelling. On n'a pratiquement pas fait de travelling. On avait un Steadicam à la place du travelling. Le Steadicam, c'est la même chose, sauf que c'est porté par un type. Et c'est une caméra qui est portée par quelqu'un. Et on peut aller dans les. Il y a un personnage qui vient vers nous comme ça, on l'attend, et puis on peut faire toutes les allées sans s'arrêter parce qu'on n'a pas besoin de. Parce que le reste, généralement, c'est un petit. Alors qu'avec ça, on peut faire des virages, on peut repartir, on peut revenir. Ça s'appelle un Steadicam. Et on fait la même chose. Sauf que, comme c'est porté par quelqu'un, ça bouge un peu. Des fois, on le voit sur les films. Il y a de très bons Steadicamers, ils peuvent courir avec un Steadicam, ça ne se voit pas. Et il y en a d'autres qui bougent un peu. On voit que la caméra bouge un peu, des fois. Et c'est étudié pour que ça ne bouge pas. C'est un procédé qui est fait pour ça. Et on peut aller très vite avec un travelling. Si le gars il sort de cette maison courant très très vite, on l'attend là. Et puis il y a deux machines qui poussent le travelling très très vite. Ce qui fait que c'est pour ça que dans les films on voit des gars courir très très vite, tout la caméra est toujours devant. C'est parce que les machines sont formés pour ça, les machinistes. Alors le travelling, c'est un truc vachement. On parlait du rythme. Ce qui est bien avec le travelling, c'est que on est en rythme, on est en mouvement. Donc on est en mouvement, il y a deux personnages par exemple qui sortent de cette maison, ils se parlent, il y a une femme et un homme qui sortent à deux d'ici, et après on les retrouve là, et là aussi. Et pendant qu'ils se parlent, ils se font un dialogue, là moi j'aime bien faire ça en général. Ils sortent tous les deux, ils causent, et puis ils viennent vers nous, on continue leur dialogue, et puis à la fin du dialogue, où ils sortent du champ et on va sur la maison, on les suit. Le travelling sert à ça aussi, ça donne un rythme, du mouvement, pendant qu'il y a un dialogue. Bon, on va être un petit peu limité par le temps, peut-être prendre une dernière question, les bacs, vous n'en avez pas? Si, juste à la fin du film, il est écrit à Jean-Pierre. Comment? À la fin du film, il est écrit à Jean-Pierre. Ah oui, c'est un... Jean-Pierre, c'est le garçon dans le film qui a... Oui, il est mort juste après le film. Voilà, c'est pour ça que on a mis son prénom. Juste après la fin du film. Bon, on va se retrouver. On va passer par là. Voilà donc le théorème d'Archimède, Mehdi Charef, bonsoir. Bonsoir. 15 ans, 85, ça fait drôle. Hein. Ouais, oui, ça fait drôle. Ouais. Ouais. Tout a commencé pour vous ce jour-là. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de magique, parce que moi je ne me voyais pas faire du cinéma ou être réalisateur un jour. Puis se retrouver le premier jour de tournage à 5 h du matin à Gennevilliers, pour dire moteur, c'était assez dur. Mais je me rendais... Ah, mais il y a de la trouille quand même, non? Ah oui, il y avait une terrible trouille, puis en même temps je ne savais pas ce que c'était que faire un film, donc il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Vous l'auriez su, vous n'y seriez pas allé? Je crois pas, non, parce que quand on sait le coup d'un film, moi je crois que j'aurais pas supporté de prendre ce risque, quoi, de faire dépenser tant d'argent, parce qu'après je me serais dit, si ça se trouve, le film va pas marcher. Mais quand on arrive comme ça, on se pose pas ce genre de questions, parce qu'on pense pas à tout ça. J'avais écrit un scénario, que Sayras m'avait dit,
enfin, au départ, je pense pas que c'est moi qui devais le tourner. Il y a quelques mois ont passé, puis un jour, ils m'ont proposé de le faire, moi. Alors j'ai dit non, bien sûr, parce que je me voyais pas... Mais vous n'aviez aucune expérience. Non, alors j'ai dit non. J'ai dit non, puis ils ont attendu un peu, ils m'ont dit de réfléchir, et puis un jour, je sais pas, moi je me suis dit, je connais un petit peu le cinéma, enfin, il faudra parler dans les salles, et j'ai fini par dire oui, parce que j'étais quand même attiré par l'aventure, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Je me souviens très bien, je vous disais, il était 5 h du matin, c'est la scène du bus, quand on voit Josette prendre le bus et aller à son travail. Puis je crois que tout le monde était prêt, puis à un moment, il y a le premier instant, il m'a dit, il faut dire moteur. Et j'ai dit moteur, c'est comme ça que ça a commencé. Et alors, ce qui est fantastique quand même, c'est vous dites, bon, on a envie de dire, c'est vraiment de l'usine au studio, en quelque sorte. C'est ça, oui. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une maîtrise dans ce film, on le trouve 15 ans après, je disais, il n'a pas pris une ride. On va parler d'ailleurs du sujet lui-même, parce que la banlieue, Dieu sait qu'on a parlé depuis, mais au niveau de la mise en scène, qu'est-ce qui s'est passé? Vous saviez ce que vous alliez raconter, comment le raconter, vous aviez décrit vos plans, il y avait un storyboard? Oui, il y avait un storyboard. Vous l'avez fait vous-même? Oui, j'avais fait moi-même. Oui. Ce qui m'a aidé, et ce qui a aussi, je pense, donné envie à Costa et sa femme de faire le film, c'était qu'ils avaient vu que j'avais dessiné le film plan par plan. Alors ils se sont dit, bon, bah, il voit son film, il voit tous ses plans, on va essayer, quoi. Mais j'avais dessiné tout le film, oui. Parce que de gros cahiers de dessin. Parce que tout le travail dans le métro, ou le plan de la castagne, dans la cave, c'est costaud à tourner. Hein. Oui, je sais, mais bon, c'était dessiné, c'était un petit peu... Bon, il y avait de l'improvisation dans la bagarre, mais il y a disons, le plus gros, j'aime bien avoir une assise, donc je la dessine avant, je fais un storyboard, ça pour rassure. être tranquille. Oui, parce que moi, ça me rassure quand j'arrive le matin, même si on change, c'est très souvent qu'il arrive qu'on change de mise en scène, mais ça me rassure d'arriver en disant, on sait ce qu'on va faire. Aujourd'hui, vous faites dans les films que vous préparez un film en ce moment, vous en montez un autre, c'est-à-dire que vous avez conservé la même manière de travailler. Oui, j'ai conservé la même manière parce que on n'oublie jamais, enfin j'oublie jamais que je ne sais pas le faire. Oui, c'est comme ça, je discute avec un petit peu avec le chef opérateur, l'ingénieur du son aussi, mais j'ai toujours gardé ce pli comme quoi que c'était, comme je sais pas, j'étais pas fait pour ça, quoi, comme si je ne savais pas le faire. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est quand même le cas de beaucoup de metteurs en scène qui sont des professionnels de la profession, il y a quand même, quand on arrive sur le plateau le matin, bon, que les premières lumières sont en place, qu'on commence à décider à quoi ça va ressembler, qu'il y a la même crainte que chez vous? Oh oui, on a toujours la crainte d'oublier quelque chose, on a la crainte aussi d'avoir des moments de... Moi, ce que j'aime pas, c'est des moments de déprime où j'ai envie de partir. Ça, je sais que ça m'arrive souvent. Planter. Oui, il y a des fois où j'ai envie de me barrer, comme on dit, j'ai pas envie de tourner, quoi. Et bon, je le fais quand même parce que... Oui, parce qu'il faut continuer, mais il y a toutes sortes de peurs quand elle arrive le matin. Et puis bon, des fois on a envie de tourner, mais il y a quand même beaucoup plus de souffrance quand même et de douleur, oui. Et ça, j'ai jamais compris ça parce que c'est quand même, ça devrait être un plaisir, une joie le travail. Ça allait aussi. Ouais. Ça allait aussi à l'occasion, peut-être. En tout cas, lorsqu'on s'est fini, enfin, il y a une autre crainte qui est celle du public après. Oui. Ouais. Je disais tout à l'heure, on disait un miracle, on a bien compris à travers cette histoire. Il y a le livre d'abord, ensuite il y a le scénario. Dans le livre que vous aviez écrit, qui avait très bien marché, était au départ un scénario. Et c'est Conchon qui vous avait dit, fais un bouquin. Oui, parce que j'avais présenté le scénario. Je l'ai envoyé à des maisons de production, non pas pour le tourner en tant que réalisateur, mais pour devenir scénariste. Je me suis dit que c'était l'idéal d'écrire des histoires chez soi et puis les envoyer à des maisons de production qui prennent ça, qui achètent ça, puis on est tranquille. Et puis bon, comme personne n'en a voulu, je me suis dit il faudrait que j'aille voir quelqu'un qui en même temps soit scénariste. Parce que je me dis c'est peut-être mal écrit, c'est peut-être pas un bon scénario. Le mieux c'est de voir quelqu'un qui sait écrire, c'est un romancier, et en même temps quelqu'un qui soit scénariste. Et puis Conchon c'était quand même un calibre. Hein. Oui. Alors j'ai eu la chance, je lui ai écrit, il m'avait répondu, et puis il m'a expliqué que... C'est le début du miracle, ça répond pas toujours. Hein. Oui, parce que les autres, c'est le premier qui m'a ouvert sa porte. Et ensuite, il m'a expliqué ce que c'était qu'un scénario, puis quand il l'a lu, il m'a dit que c'était pas un scénario, c'était plutôt un roman. Et il m'a dit, continuez à faire votre roman, et vous allez voir que les gens du cinéma, quand ils liront le roman, ils vont adapter. Bien vu, c'est ce qui s'est passé. Très bien vu. Oui. C'est ce qui s'est passé. Alors, je disais qu'aujourd'hui, la banlieue était un des sujets récurrents du cinéma. D'abord, vous devez voir ces films, vous, je pense, avec intérêt. C'est vrai que dans votre film, il y a 15 ans, tout est déjà au cœur. Hein. Je veux dire que déjà, la relation, il y a des choses qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Il n'y a pas le gang qu'on trouve dans les banlieues aujourd'hui, mais il y a cette idée de tendresse, de solidarité et de violence qui explose, comme ça, les voitures qui crament et tout. Vous trouvez que ça a beaucoup changé, vous, en 15 ans ?
Disons que c'est un peu plus dur, oui, c'est sûr. Hein. C'est un peu plus dur. Il y a, je dirais, un peu moins de solidarité en banlieue entre pas mal de jeunes et de cités aussi. Mais il reste ce que j'ai voulu montrer dans le premier film, c'est-à-dire que quand j'avais écrit le thé, c'est parce que j'avais envie de montrer, bon, on parlait beaucoup de nous, mais j'avais l'impression que c'était de l'extérieur. Et on disait, comme maintenant, d'ailleurs on commençait déjà à dire à l'époque, ça va exploser, ça va exploser. Et j'avais envie de montrer pour que ça n'explosera jamais. Enfin, moi je pense que ça n'explosera jamais. Encore aujourd'hui? Oui, même aujourd'hui, oui, parce que, bon, on nous a mis là, mais on aime quand même notre cité. On aime les murs, on aime habiter là, parce que bon, on n'a que ça, donc on finit toujours par l'aimer. C'est ça que j'ai voulu montrer dans le thé. C'était montrer que non, je pense pas que ça puisse exploser. Tous les ans, au mois d'août, bon, bah, il y a 2 ou 3 voitures qui brûlent, parce qu'il fait chaud, parce que les jeunes peuvent partir en vacances, et puis il y a un quart de flic qui court après. Le lendemain, c'est dans la presse, on dit ça y est, ça a explosé. Ça, on a l'habitude, ça, tous les ans. Mais je pense que ça n'explosera pas, parce que, comme je le montre dans le théorème, il y a quelque chose qui existe toujours, c'est la tendresse, quoi. Moi, je pense que l'étincelle c'est plutôt la tendresse qui existe, qui est beaucoup plus forte que... Oui, puis l'amitié, oui, entre ces deux garçons notamment, entre ces femmes également, c'est très important tout ce qui se passe. Ah oui, oui, il y a des amitiés, il y a de... Mais aujourd'hui, les films, pour revenir au cinéma, qui tournent autour de la cité, ne donnent pas dans cette veine-là, c'est plutôt dans la veine aujourd'hui de l'explosion, justement. Oui, bah, elle n'existe pas, cette explosion, c'est-à-dire que peut-être qu'on l'a... Je pense qu'on a peur, c'est pour ça qu'on en parle. Je crois qu'on a peur, on veut montrer qu'elle peut arriver, qu'elle n'est pas très loin. C'est pour ça qu'on en parle, mais c'est pas l'explosion, c'est juste, attention, il peut se passer quelque chose de très dur si on ne fait pas attention. C'est ça que je ressens quand je vois les films sur la banlieue. Oui, d'ailleurs dans votre film, c'est la prévention. Ce qui est frappant dans votre film, justement, c'est cette manière de le mettre en image. Le chef opérateur, c'est Dominique Chapuis, je crois, a fait une lumière qui n'est jamais vilaine, jamais glauque, jamais sale. Je veux dire, vous avez voulu montrer une banlieue de la vie. Oui, oui, parce que c'est très important, il y a beaucoup de vie dans la cité, c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, parce que comme on va de famille en famille, en suivant Majid et Pat, on découvre ce qui se passe dans les caves, dans les appartements, dans les escaliers, et même sur le toit. C'est-à-dire, on fait le tour de la cité, des gens qui l'habitent, et donc, moi je ne trouvais pas que c'était quelque chose de misérabiliste, donc c'est pour ça qu'on l'a fait sur ce ton-là, avec des couleurs plutôt chaudes, et avec des acteurs qui ne portaient pas le désespoir. Pas du tout. En plus, vous avez fait un casting vraiment... pour un débutant, un casting d'enfer, quand même. Oh, oui, on avait beaucoup de monde, oui. Je me rappelle avoir vu 200-300 adolescents, je crois. On prend 6 ou 7. Et puis, il y avait Kader Boukanev, qui venait... je l'avais vu dans une toute petite pièce, et Rémi, qui venait de... Rémi Martin, qui est arrivé de sa Bretagne. Oui, qui ont chacun fait leur chemin depuis. Oui, qui travaille bien maintenant, qui travaille beaucoup. Vous travaillez sur quoi en ce moment, vous? Là, je travaille sur je finis un film qu'on vient de tourner avec Muriel Robin. Ouais. Alors on imagine une comédie, mais sûrement pas. Non, c'est pas une comédie. J'avais envie de travailler avec Muriel, et puis c'est le rôle d'une responsable d'une équipe de nettoyage dans un grand supermarché la nuit. Et donc elle est responsable de 2 ou 3 filles pour le nettoyage, et en même temps elle est bien obligée parfois de prendre des femmes clandestines pour les aider. Et donc c'est l'histoire d'elle avec ces clandestines qu'elle voit arriver, elle ne sait même pas d'où elles viennent des fois. C'est l'apprentissage de cette femme à travers ses filles. Une prise de conscience. Oui, une prise de conscience de ces filles qui arrivent de l'Est, d'Afrique, qui arrivent de partout. Aussi bien des femmes qui ne savent pas lire et écrire que des femmes de l'Est, qui soient architectes ou docteurs, qui ont fui un peu l'Est et qui se retrouvent à balayer dans les grands supermarchés. Un beau sujet. Oui. Et Muriel Robin, très inattendu. Ah, ça va être surprenant, oui. Bon, ça sort quand? C'est normalement avril-mai, je pense. Très bien. Ouais. Ben merci beaucoup, Mehdi Charef. Merci. Ben, la semaine prochaine, vous serez peut-être devant notre écran, parce qu'on va voir un film que vous avez forcément vu, puisque vous aimez le cinéma. C'est L'homme qui aimait les femmes, de Truffaut. Vous vous souvenez de ce film avec Charles Denner, formidable film. Cette voix de Denner surtout. Et la voix de Denner, et puis toute l'histoire qui se passe. C'est le plus beau Truffaut, je crois. Ouais. Donc L'homme qui aimait les femmes. Ben, si vous n'avez pas de souvenir de ce film, regardez ce court extrait, vous serez forcément avec nous vendredi prochain après ça. Voilà le moment de vérité. D'où il est maintenant, Bertrand est bien placé pour regarder une dernière fois ce qu'il aimait le plus en nous. Je me souviens d'une phrase de Bertrand. Les jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Voilà, monsieur, votre linge. Ah, Madame Carmen,
Vous avez un petit chiffre. Et RD 34. Bien sûr, nous pourrions trouver le propriétaire du véhicule, mais nous n'aurions pas le droit de vous communiquer son nom. c'est extrêmement ennuyeux. Il s'agit d'une personne que j'ai prise dans ma voiture pour lui rendre service. Elle a oublié quelque chose dans ma voiture. Un appareil photo. Voilà donc L'homme qui aimait les femmes, François Truffaut, film admirable, Mehdi Charef, qu'on regardera ensemble, ouais. J'imagine, la semaine prochaine. Merci en tout cas, plein de choses pour votre montage et votre prochain tournage, il y a un autre film qui est en cours. Et puis à vous tous, eh bien, je donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouveau film, donc avec Truffaut. Merci, bonsoir.